François Beaumont, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On arpente son carnet. Ouais, c'est une espèce de marathon de performance qui serait d'études, d'écriture, d'improvisation, plutôt sur qu'est-ce que c'est la littérature, d'où ça vient et pourquoi le fantastique s'est réservé quelques-uns si rares d'Edgar Poe à Borges ou Kafka, mais au milieu, maintenant, irréversiblement, qu'il nous plaise ou pas, on a ce bonhomme, Howard Phillips Lovecraft, né en 1890 à Providence, dans le Rhode Island, mort à Providence, dans le Rhode Island, en mars 1937. Il avait seulement 46 ans, laisse une œuvre dont une partie apparue dans les magazines, un paquet consistant de manuscrits refusés de partout. Lui-même, finalement, ne s'attachait même plus à les faire dactylographier ou transcrire. Il laisse, un être social dans un temps où les distances sont très longues, les moyens de communication pas ceux d'aujourd'hui. C'est ce qu'on examine au jour le jour dans toutes ces petites transitions techniques de l'année 1925. Donc c'est la correspondance qui devient être social. C'est-à-dire que d'un côté, on a les 20 km qu'on fait par jour, souvent de nuit, y compris dans Providence, et tout au bout de sa vie, mais aussi à New York, dans l'exploration urbaine, et toutes ces lettres qu'on écrit en permanence, comme s'il y avait une sorte de fatigue de plume installée pour que dans le rituel de ces lettres, 35 000, plus, on ne sait pas. On peut faire plutôt l'inventaire des correspondances disparues que l'inventaire géant des correspondances publiées, même si, heureusement, maintenant, on en dispose. C'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc, toujours dans le petit carnet qu'il tient en 1925, dans lequel, scrupuleusement, du 1er janvier 1925 au 6 janvier 1926, date de son départ de New York pour Providence, mais il reviendra bien souvent à New York, y compris pour des séjours relativement longs. En 1930 et 1931, rien n'est simple avec Howard Phillips Lovecraft. Chaque jour, on a un relevé extrêmement détaillé, extrêmement surprenant, parce qu'il concerne l'écriture, mais ce qui est la matérialité même de l'écriture pour un auteur. On y va de suite, parce qu'on a un truc important à démêler là. On y va, ordi. On est donc en avril 1925. Chaque page du petit carnet commence par le dimanche 19, lundi 20, mardi 21, mercredi 22, c'était hier, et aujourd'hui on arrive au jeudi 23. Oui, nous on est mercredi, eux ils sont jeudi, toujours une journée de décalage. Ça a commencé au 1er janvier, j'ai bien peur que ça nous poursuive jusqu'au bout de l'année, où on aura quelque chose qui l'a biffé rageusement. Les secrets de Howard Phillips Lovecraft, y compris pour son propre agenda. Alors, premier petit regard directement d'après le facsimilé que je vous communique aussi tous les jours dans mon petit PDF. On a Sony téléphone, donc oui, qu'on a toujours bien, ça je voudrais y revenir là-dessus, parce que des fois c'est clair, d'autres fois c'est pas clair. Belknap Long habite dans le haut de Manhattan. C'est peut-être celui avec lequel il est le plus ami. Il est souvent reçu même à déjeuner dans cette famille. Après l'année de New York, il partira souvent en vacances avec la famille des Belknap Long, en voiture, à Charleston ou à Cape Cod. Donc, pour Belknap Long, oui, il y a toujours l'obligation du téléphone. Mais Loveman, lui, il habite à Brooklyn, c'est comme George Kirk. Alors, bien sûr, le téléphone, ils en sont équipés, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important dans le quotidien, mais quand on a ce call, à l'époque, maintenant, un call, c'est un coup de fil, mais à l'époque, c'est encore call on, c'est, tu frappes à la porte, quoi, tout simplement. Et dans la vie du 169 Clinton Street, cet immeuble collectif avec des appartements qu'on peut même louer pour une nuit, eux, ça leur arrive, là, pour la vieille tante de passage, de prendre une chambre supplémentaire. Juste au-dessus de chez Lovecraft, il y a la chambre occupée par George Kirk. Ils sont
inséparables encore pour l'instant. La veille, on avait fini par stay up. Il est resté toute la nuit à écrire write, stay up. Et donc, quand on commence le relevé du jeudi 23, le premier mot qui vient, c'est write. Il est encore à écrire tout au bout de sa nuit blanche. Sonny Frank Belknap Long, qu'il appelle Sonny Feston, téléphone, on ne sait pas à quel moment, mais enfin en tout cas il l'a noté. Out for shopping, qu'est-ce qu'il lui fallait? C'est pareil, on ne le saura pas. Peut-être simplement reprendre à la laverie les vêtements qu'il a déposés la veille, c'est peut-être aussi simple que ça. Dinner, out shopping, peut-être que précisément parce que aller toujours manger là aujourd'hui on a le Tiffany, la cafétéria. Il faut quand même faire un peu attention. Peut-être il est simplement descendu s'acheter. On connaît son menu de prédilection. C'est un pain qu'il va diviser en 4 et garder soigneusement à l'abri dans une boîte de fer émaillée, à l'abri des souris, parce que c'est toujours la guerre et la vigilance. Un morceau de fromage pareil qui lui fera 3-4 jours. Et souvent aussi peut-être un fruit, mais c'est rare. Une boîte de haricots, il garde le jus dans une petite tasse sur laquelle il pose un couvercle et comme ça il n'y a pas de réfrigérateur ni de frigidaire et encore moins de frigo. La boîte de haricots peut lui faire plusieurs repas. Alors est-ce que c'est ça son dîner ce jour-là? On ne le saura pas parce que jusqu'au 20 mai, vous voyez, ça nous fait quand même une grosse traversée. Ici, Route Lillian. On a donc le journal qui recommencera avec les 5 derniers jours. Et ça, cette lettre-là, on la retrouvera. Il déplie ces petites annotations de l'agenda pour en faire pour nous dire en détail ce qu'il traverse dans les journées. Mais faisons le compte. Le 16 mai, écrire à Annie Gamwell, journal des 4 jours précédents, on ne l'a pas. Le jeudi 14 mai, encore donc le début de la lettre à Annie Gamwell, 5 petites bifures. Donc, c'est cette lettre-là à Annie Gamwell qui s'écrit sur toute cette semaine de mai, elle est perdue. Ici, est-ce qu'on a d'autres mentions de lettres? Oui, le 8 mai, il écrira à Lillian, mais là, on a 2, 4, 6, encore 8 bifures. C'est cette lettre-là où on devrait trouver, si elle n'était pas, où on aurait trouvé si elle n'était pas perdue. Non, parce que, tenez, le 30, il écrit à Liliane, là, 5 petites bifures, etc., etc. Vous avez compris le principe. Jusqu'au 20 mai, on est bien forcé, on est orphelin des lettres, toutes n'ont pas été conservées. Mais aujourd'hui, mine de rien, donc il écrit, il va faire ses courses, un petit casse-croûte, on recommence à écrire, Loveman qui probablement frappe, et là, Red Travelogue. Qu'est-ce qu'il lui lit? Alors, Travelogue, on a donc Hippocampus Press, le travail de Derek Hussey. La seule chose que j'ai à reprocher, c'est cette iconographie des couvertures que je trouve tellement déplacée par rapport au rapport de Lovecraft au présent, mais on ne va pas faire la fine bouche. Magnifique travail. Et dans cette collection Collected Essays, volume 4, Travel, autre chose formidable, c'est que Hippocampus Press propose un CD-ROM, avec l'ensemble de ces 5 volumes et des PDF dans lesquels on peut faire juste des clics, tout est indexé. C'est là, donc, dans ce volume 4, avec les voyages, qu'on trouve une description de la ville de Québec en Nouvelle-France, et récemment ajoutée aux Dominions, à l'Empire de Sa Majesté britannique, par Monsieur Howard Lovecraft, Hermager, à Providence, en Nouvelle-Angleterre. Et là, on l'a, ce Travelogue, totalement indigeste, mais c'est pas grave. Alors, c'est une édition qui est un peu bizarre, parce que juste ensuite, par exemple, vous trouvez les European Glimpses. Si vous faites pas attention, vous dites quoi? Lovecraft a voyagé en Europe en 1934, en plein hitlérisme. Vous savez que c'est
périodes qui sont évidemment tout ce qu'on peut projeter sur ces hommes comme Lovecraft, Robert Howard, qui traversent la Grande Dépression et qui voient ces totalitarismes en Europe d'un œil. Peut-être que ça pourrait les sauver, mais en 1934, ils ont fait machine arrière, bien sûr. Mais non, c'est simplement les notes de voyage de Sonia. Sonia, en 1934, elle est séparée de Lovecraft, même a priori un divorce qui n'a pas été finalisé, mais qu'elle considère comme officialisé. C'est elle qui fait un voyage en Europe. Lovecraft, il en a toujours rêvé, mais il n'a été qu'au Québec. Au Québec parce que justement, ça lui rappelle l'Europe. Et Sonia, alors est-ce que c'est parce qu'elle sait que Lovecraft, les fins de mois sont tellement difficiles, miséreuses, qu'elle lui donne à dactylographier et corriger, réviser les notes de son voyage en Europe. Et donc son témoignage là, bien sûr, de Londres, de Paris, mais aussi du Rhin, de Wiesbaden et de Berlin. Et l'Allemagne en train de se modeler selon la patte de Hitler. Donc pour moi, je pense que ce texte-là n'aurait pas dû figurer ici. Juste avant, on a un autre travelogue dans les 4 mois au Vermont de Lovecraft, qui arpente le Vermont. Et c'est pareil, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Est-ce que dans son idée, dans ce qu'il aurait pu devenir, justement dans, j'allais dire, cette misère à faire publier de la fiction, la non-fiction de ces sortes de guides de voyage, une fois repris, retravaillé, rendu peut-être plus vivant. Le principe, c'est que pour chaque chose qu'on voit, comme dans Chateaubriand, itinéraire de Paris à Jérusalem, mais Chateaubriand, c'est par la langue, c'est par le lyrisme. Ici, non, c'est une espèce de refus permanent de tout ce qui serait poétique. C'est une sorte de texte qu'on veut totalement objectif. Peut-être que pour lui, se dire « Oh, si je publie un voyage au Vermont, si je publie un voyage au Québec, peut-être que ça me sauverait la mise, en tout cas les fins de mois. » Mais ça, on ne le saura jamais, puisque mort à 46 ans. Et avant, donc, Derek Hassett, dans ce volume, c'est Esti Yoshi, évidemment, qui emporte la responsabilité éditoriale. On a une équipée à Charleston, avec justement la famille Belknap-Long, et probablement ce voyage, cette excursion à Washington. Il vient d'écrire tous ces jours, écrire, le jour, la nuit. Et le voyage à Washington, il y a aussi ce truc extrêmement bizarre que donc cette lettre qu'il mentionne à Annie Gamwell, c'est une lettre du 23 avril. Non seulement je l'ai montrée plusieurs fois puisqu'elle fait plus de 20 pages, dans des pages qui sont pourtant lourdes, consistantes. Mais là, à peine on l'ouvre, qu'on commence à être perdu. C'est-à-dire que dans cette édition, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance à Esti Yoshi. On connaît son scrupule et puis la maîtrise qu'il a de tout ça. Mais là, il est bien clair dans le diary qu'on envoie une lettre à Annie Gamwell, et donc qu'on est le 23 avril, mais dans les Letters to Family, il s'agit de cette même lettre, sans ambiguïté. C'est le voyage à Washington, mais elle est expédiée à Lillian Clark et elle est expédiée le 21 avril. C'est-à-dire que le 21, on n'a aucune mention de lettre envoyée à Providence, mais seulement le 23. Et à partir de ce moment-là, des hypothèses. Alors, aussi, autre mystère, cette lettre de 20 pages, elle est effectivement uniquement, c'est le sandwich, ça commence toujours « My dear daughter », et « My dear daughter », c'est l'expression qu'il garde pour sa tante Lillian. Quand il écrit à sa tante Annie, il écrit « My dear granddaughter ». Donc on a là, effectivement, une version du voyage à Washington envoyée à la tante Annie le 21 avril, 2 jours plus tôt, et c'est ça qui fait 20 pages. Il y a évidemment l'adresse, « My dear daughter », et tout à la fin, on a cette... toujours,
qui est pour lui tout aussi rituel. Your most affectionate nephew and observant serviteur, votre neveu affectionné et serviteur obéissant. Et on découvrira d'ailleurs dans cette lettre à propos du voyage de Washington, puisque à chaque fois il cite des poèmes, des livres, des sources. C'est un travail littéraire. C'est pas ce qu'il a vu. C'est je suis allé là parce que je voulais voir ça, et je voulais voir ça à cause de ce livre, à cause de cet événement historique. Et il cite un moment une lettre de George Washington lui-même. Et Washington, on est en novembre 1799 et il signe Gentleman Mount Vernon, donc 12 novembre 1799, Washington signe Your most obedient and obliged humble servant. C'est-à-dire que la formule rituelle qu'utilise Lovecraft, elle vient là du XVIIIe siècle et c'est celle exactement que Washington utilisait. Alors, autre mystère, je vous en ai fait part hier, il y a toujours, donc ça date de 2020, cette édition Hippocampus Press, mais en 2003, Esti Yoshi et David Schultz, donc les deux, le binôme en charge de la correspondance, avaient déjà fait cette très belle édition, donc c'était Lovecraft Letters Volume 2, bien avant la grande équipée Hippocampus, donc 2003, il y a plus de 20 ans, et ces lettres de New York, elles ne sont pas complètes. Et cette lettre du 23 avril ou du 21 avril, elle ne figure pas dans le livre. C'est pour ça que moi aussi j'étais tout surpris. Or, non seulement, et là c'est quand même dommage parce que, mais enfin bon, on n'en parle plus, mais une grande partie du diary, et donc des lettres, c'est la préparation du voyage à Washington, et une grande partie là de ce qui se passe dans le diary, c'est l'écriture de cette relation de voyage à Washington. Et ça, comme ça parle pas de New York, Yoshi ne l'avait pas reprise dans ce premier volume. Mais alors ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que journal de voyage, oui, c'en est un. Il aurait pu être inclus, là, avec le voyage à Charleston, le voyage au Vermont, le voyage, évidemment, les voyages à Québec, et peut-être en enlevant, justement, en mettant dans les révisions, les choses en collaboration, ces notes de Sonia, tout simplement parce qu'elle lui dit de le réviser, dactylographier en échange d'un petit peu d'argent, et ça lui fera du bien. Mais là, tout d'un coup, Loveman passe, read, Travelogue. Ça veut dire que Loveman va être obligé de subir, de supporter vaillamment la lecture des 20 pages du voyage à Washington, c'est-à-dire une lecture de 20 pages qui va durer quasiment autant de temps, enfin pas tout à fait, je ne sais pas s'il lit tout, mais en gros, il n'a passé qu'une journée à Washington. Le récit, c'est cette espèce d'enquête. Alors donc ce mot travelogue. Alors ce mot travelogue, il est tout récent. On va le voir ici. C'est un nommé Burton Holmes. Et ce Burton Holmes, je l'ai côté profil, comme on dit sur Instagram, et je l'ai côté face. Voici à quoi il ressemble. Il est habillé là à la japonaise. Voyager, c'est posséder le monde. C'est pas Lovecraft qui dit ça et personne ne dirait ça. Et as a gentleman of Japan, dressed for a rainy day promenade. Il s'habille en japonais pour se promener par un jour pluvieux. Oui, mais Burton Holmes, il a publié son premier travelogue en 1904. Avant lui, le mot n'existe pas. Le mot ensuite sera repris. Il sera repris parce que de 1917 à 1922, ce même Burton Holmes produit au moins 5 tomes, si ce n'est pas plus, de ses voyages. Et il appelle ça travelogues. Et la forme travelogue, c'est je fais ci, j'arrive ici, je raconte ça, je vois ça, ça me fait penser à ça. On est dans un récit de voyage, mais un récit qui est aussi, tout aussi bien, un document, une matière de travail. L'autre chose beaucoup plus intéressante chez Burton Holmes, c'est qu'il commence en 1904 par des plaques stéréoscopiques
Et ce qu'il vend, c'est des séries de plaques stéréoscopiques. Vous savez qu'on regarde ça, il y en a partout à cette époque-là. On a deux petits œilletons, un boîtier quadrangulaire, on glisse la plaque et ces plaques, il les repeint à la main. On a des vues colorisées de là où il a voyagé. Et dès que le cinéma commence à remplacer cette forme là, de la vue en relief, pensez au texte d'Artaud. Artaud pense que le cinéma en relief, ça va être tout de suite, c'est imminent. Par contre, Artaud n'imagine pas que la couleur soit un devenir pour le cinéma. C'est un des points les plus mystérieux peut-être de cette conception mentale de l'histoire du cinéma. Ces textes fascinants d'Artaud sur le ralenti, sur la miniaturisation des caméras, qu'est-ce qu'on peut en attendre au lieu de ce gros machin qu'on pousse sur des rails avec un gars qui tourne là à la vitesse la plus régulière possible, etc., etc. Et non, lui, s'il voit le relief, il ne voit pas la couleur. Lui va passer des vues stéréoscopiques qu'il colorise aux bobines de cinéma. Et on les a retrouvées, l'ensemble. On avait évidemment quelques films. On l'a retrouvé en 2004, dans un hangar désaffecté. Donc c'est encore là aussi, vous voyez, des histoires qui nous rejoignent. Combien il y en avait? Il y en avait 200. Et ces films, donc c'est une production visuelle, et le travelogue, c'est comme si c'était, en gros, le mode d'emploi de la machine à laver, mais en tout cas ce qui permet de développer, de comprendre ce qu'il y a dans le film. Or, Lovecraft, lui, ne fait pas de film, ni de photographie d'ailleurs. Il a juste utilisé au début du séjour à New York pas mal de fois le Kodak de dans ses expéditions, mais là c'était pas d'actualité à Washington, non, c'est pas ça. Mais le mot qui vient ici, c'est travelogue. Et quand il écrira les textes sur le Vermont ou sur Québec, ce sera aussi le mot travelogue. Et la question c'est ça. C'est quoi qu'il lit à Loveman? Recopier un texte de 20 pages à la main, pas trop penser que ce soit jouable, en tout cas, c'est pas écrire, c'est juste de la copie. Écrire sur un carbone, c'est très difficile, c'est pas ça. Par contre, là, j'ai regardé sur le fond numérisé de la Brown, on a plein de choses de Lovecraft. Dans les lettres à Annie et à Lillian se mêlent des lettres dactylographiées et des lettres manuscrites. Est-ce que Lovecraft a dactylographié, a composé son travelogue à la machine à écrire? Et là, dans ce cas-là, il met de carbone. C'est des choses qu'il faisait déjà à Providence en 1920-1922, quand il s'envoyait les lettres. La lettre était envoyée à 4 copains, et chacun des 4 recevait une copie, renvoyait les 4 cas sa propre copie aux 4. C'est aussi quelque chose qui est pour nous très important, cette idée de communauté dans la correspondance, qui fait que la correspondance n'est pas réductible à un univers privé, mais elle est déjà un geste de publication. Mais nous, on connaît ça depuis longtemps. On connaît ça depuis Madame de Sévigné qui écrit sa lettre en disant « Oh non, 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 moi je fais pas de censure de Louis XIV, moi je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. » Et elle envoie ça à sa fille, au château de Grignan, là, faire Montélimar, qui recevra ça 9 ou 10 jours plus tard, examiné, ouvert par la censure, mais à peine Madame de Sévigné écrit sa lettre que son cousin Bussy-Rabutin l'a fait recopier à 4 exemplaires, et chaque personne qui recevra ces exemplaires la fera recopier à 4 exemplaires, et en gros, quand la fille de Madame de Sévigné à Grignan reçoit la lettre, 400 personnes l'ont lue. En quoi ça nous intéresse ici? Sur le statut même de ce texte, pour la première fois, peut-être pas, parce que quand il rend compte de sa semaine à Cleveland, ça fait aussi un volume équivalent. Mais c'est une lettre où on raconte tout un tas de choses. Là, non. Il sort de la lettre et il fait uniquement le récit de son expédition, mais sous forme travelogue, avec toutes les citations, les références historiques, les sources. Et si c'est dactylographié et qu'on a 3 carbones, ce qu'il lit à Loveman, ce n'est plus une lettre. C'est le texte même, qui était ce « write, 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 stay up ». C'est la fabrication d'un texte. Et ce qu'il envoie à Annie, en majuscule,
Right, AEPG, 3 et 3, 6 et de 8 bifures qui sont le nombre de jours auxquels il s'y est attelé. Est-ce que c'est que Yoshi nous donne, mais à date du 21, est écrit à Lillian, ou bien est-ce que dès le 21, il a envoyé à Lillian cette version provisoire dont on dispose, puisque la plupart des lettres à la tante Annie ne nous sont pas parvenues. Alors, moi, c'est pas une question en tant que telle, on fait pas de l'archéologie de ces choses-là, on va pas fétichiser ces trucs, d'autant que franchement, c'est indigeste, ce truc sur Washington. J'ai pris, on en a vu là dans les PDF, je vous ai mis un texte qui est pour moi magnifique. C'est ce texte-là sur le voyage de nuit de New York à Washington et comment on décrit tout alors qu'on ne voit rien. Et puis un autre moment, le Lincoln Memorial. Et puis tiens, je vois quand même cette dernière phrase de cette lettre. Tout d'un coup, on ne sait pas comment ça lui prend. Comme si lui-même n'en pouvait plus de son voyage à Washington. On est tout à la fin, juste avant la formule de politesse. Il raconte que ça y est, de toute justesse, il a pris le train et que son ami Zé Christ viendra le voir bientôt à New York avec ses enfants et que c'est lui qui sera heureux de payer sa dette en emmenant Zé Christ et ses enfants voir un certain nombre de choses. Il fait une liste, à chaque fois ça repasse comme ça pour une sorte d'accumulation et dit que pendant que Kirk est parti à Washington, Baltimore, Wilmington, Philadelphia et Trenton, ce qu'on a vu aussi, on a suivi le voyage de George Kirk, lui, il écrit, il finit comme ça. Creak, creak, rattle, rattle, and Washington obscured by the dust of a weary herald became a... On est dans du Joyce. Creak, creak, ça craque, rattle, rattle, raclement, raclement, cri, raclement, et Washington s'efface dans l'ombre obscure de la poussière qui fait la mémoire et la légende. Eh ben, dis donc, mon Lovecraft, si tout ton texte avait été au niveau de cette dernière phrase, certainement qu'on en aurait un autre souvenir. Voilà donc cette question, vous voyez, du travelogue, l'invention toute récente du travelogue par ce Burton Holmes, dont moi j'avais jamais entendu parler, alors que le mot travelogue, Marguerite Yourcenar l'emploie. Et puis ceux qui sont un peu dans le folk, le rock, etc. Johnny Mitchell va faire un album, tout un disque qui sera une sorte de 33 tours voyage. Ce 33 tours voyage sera pour titre Travelogue. Mais ce mot tout récent, quand Lovecraft là l'utilise, si on pense au voyage Vermont, si on pense au voyage Québec, il y a peut-être une question de non-fiction par rapport à la fiction qui pour lui a une autre dimension. Allez, maintenant, donc après Loveman, il en a marre. Oh là là, il en a marre. Il se sauve. Lui va marcher un peu. Take walk, puis back to 169. Il revient et là maintenant il se remet à écrire, mais on sait pas quoi. Et puis bien sûr, ce sera évidemment Kirk qui revient. On retournera au Tiffany. Maintenant un petit coup d'œil sur mon PDF. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je vous ai remis ce carnet, je vous ai mis donc le pile-face de ce Burton Holmes, inventeur du mot travelogue, mais cette question par rapport aux arts visuels, c'est extrêmement, je pense, un truc à creuser. J'ai jamais vu vraiment suffisamment d'études là-dessus. C'est ce matin que j'ai écrit un peu tout ça, et donc c'est un petit peu là ce que je vous ai raconté en forme plus digeste. Et maintenant, le journal, le New York Times, on va aller y voir comme on fait, bien sûr. Le New York Times, nous y sommes 23 avril 1925, un naufrage au Japon, nouveauté, ce naufrage, des bateaux, des gens depuis la Terre y assistent en direct, c'est quasiment là aussi affreux, mais là, pour une rare fois, la photographie de l'événement en direct passe dans le New York Times, et elle a été transmise directement par câble. Nouveauté, là encore.
Et ici, petit entrefilet sur Floyd Collins. Vous vous souvenez de Floyd Collins, tout ce suspense de 13 jours enterré vivant dans sa grotte. Son frère a obtenu, on a organisé qu'il soit exhumé, puisqu'on avait en fait laissé là dans le fond de Cave City, à 18 mètres sous terre. On a déblayé, on a sorti le corps pour l'inhumer, mais tout à proximité. On a cette histoire... Hier, je vous avais parlé de cette initiative à Albany, donc la capitale administrative de l'État de New York. On a élu un petit gamin de 13 ans qui sera gouverneur de l'État de New York pendant 1 heure. Je crois qu'hier c'était 2. C'est pas grave. Mais là, on a le compte-rendu de l'expérience. On avait déjà l'article dans le PDF d'hier. Je pense que vous savez comment Sancho Panza devient gouverneur provisoire de son île. Un des passages les plus tellement magnifiques du deuxième Don Quichotte. Oh, ici, des vigiles qui dorment en pyjama pendant que l'usine est en train de brûler parce que il s'était mis dans une pièce de repos. La suite de cette brasserie clandestine qui fournit Harlem et le Bronx en bière, où on a tenté de noyer les agents fédéraux qui s'étaient déguisés en ouvriers de nuit pour les prendre sur le fait, mais on a vidé toutes les citernes. Et là, c'est cet article, ce petit article que j'ai traduit. Sinon, toujours quelques publicités, comme ici, When the People of Chicago Buy. Comment les gens de Chicago deviennent des consommateurs? Mais parce qu'il y a des annonces et des publicités dans le Daily News. Et comment se répartissent thématiquement les publicités dans le Daily News de Chicago? D'abord pour les automobiles, ensuite les livres, et toujours même The Next Highest Score, Daily News First, les publicités pour les églises et la religion, les publicités pour les department stores, là où travaille Sonia, toutes ces publicités pour vêtements qui encombrent là le New York Times, le mobilier, l'épicerie, les choses ménagères, et puis les annonces immobilières. C'est ce qui nous aide, nous, à avoir une approche plus concrète de l'année 1925 à New York. Là, on est aussi, cette fois, on est en retour à New York, mais avec le New York Journal, souvent le New York Post, le New York Journal. Quand ils sont au Tiffany, nos petits messieurs trouvent tous ces journaux sur des rouleaux et ils se les passent. Alors, passe-moi le machin, passe-moi le Journal, tiens, tu prends le Times. C'est ça aussi, notre travail concret. Alors, cette petite histoire, on va finir avec ça. Elle est courte. New York Times, 23 avril 1925. Thomas Taylor, 21 ans, de Corona, dans le Queens, a été arrêté et amené devant la cour de comparution sur plainte de Madeleine Welsh, 19 ans, domicilié 346 de la 41e rue Est, disant qu'il l'avait importunée. Et il s'agit d'une juge au féminin. « Avez-vous le béguin pour cette demoiselle ?» a demandé la magistrate Barrett. « Oui, » répondit Taylor en baissant la tête. « Alors vous êtes coupable, » dit la magistrate, « mais je vous donnerai un sursis si vous me promettez de la laisser tranquille. » Et là, Madeleine, qui prend la parole, « Ne faites pas ça, madame la juge, la coupa Madeleine. Il me l'a déjà promis il y a 1 an, il n'a jamais tenu sa promesse. » Une affaire de harcèlement. Le garçon fixa anxieusement la jeune fille. « Madeleine, tu veux me voir en prison ?» « Ça m'est bien égal, » répond-elle. « Très bien, alors, reprit le garçon, si tu veux plus de moi, ça m'est égal aussi. Juge, je veux me rendre à la police pour cambriolage. Je ne m'appelle pas Taylor. Mon vrai nom, c'est Tom Quinn. Je suis un voleur. La police me recherche. » La juge Barrett témoigna de son étonnement. « Si c'est vrai, je dois vous écrouer sans caution à l'attente de l'enquête. » Inspecteur Klickenberger, le policier qui avait arrêté le jeune homme, faites-moi un rapport sur tout ceci. Nous reprendrons cette affaire samedi soir. L'inspecteur se retourna vers le jeune homme et voulut poser une question, mais il l'interrompit. Je refuse d'en dire plus. Voyez l'inspecteur Lynch du commissariat de la 35e rue Est. Puis il se retourna vers la fille. Madeleine, tu voulais vraiment que j'aille en prison? D'accord. Voilà. Assez pour aujourd'hui. J'ai été un peu long sur cette affaire de lettres, mais cette question de travelogue, fallait bien qu'on se la prenne dans la figure.
pas souvent qu'on a un mot tout neuf à découvrir là, dans le petit calepin. À demain.